Donc lui, c'est un expert forensique de DGAMI, donc très bonne école à Bruce. Au profit de l'activité missile. D'accord. Il doit retrouver les informations au sujet du plan d'une fusée. D'accord. Donc imaginons que ça a été volé par un espion et exfiltré de Russie. C'était dans un bunker à 300 mètres sous terre, hein, en mode James Bond. Et nous, on a le dump. On a une archive qui fait 140 mégabytes. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? D'accord. Donc si je regarde, j'ai quoi? En effet, j'ai un dump pro. Si je regarde, c'est de la data. Est-ce que je peux faire un 4? À mon avis, c'est format brut. Tu l'as bien compris. D'accord? C'est lisible, mais si tu prends un peu ton temps et tu penches bien ton cerveau et tes yeux, tu vas voir qu'il y a des choses que tu peux lire. Si tu regardes bien, vite fait, il y a ce qu'on appelle quoi? On appelle des chaînes mnémoniques. Ok? Les chaînes mnémoniques, c'est tout simplement ce qui est compréhensible par l'être humain. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on a besoin? On va utiliser strings, hein, que je vous avais déjà montré. Les strings, on peut lui dire, vas-y, dump, boulot, mais il faut lui dire, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Là, il me sort toutes les chaînes mnémoniques, hein, donc qui est compréhensible par nous, ok? Ce qui est compréhensible par l'ordinateur, ça nous intéresse pas. Pour nous, c'est du gibberish, ok? Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, hein, qu'on est en train d'extraire, puisque, bah, techniquement, c'est quoi? C'est une partition, c'est un volume, hein, gros, qui a été dumpé. Moi, je vous dis toujours, toute technologie suffisamment avancée et indiscernable de la magie. Voilà. Voilà comment on fait. Techniquement, on va utiliser Volatility. Et je vous ai dit que c'est l'outil le plus puissant sur Terre. Un des meilleurs outils au monde. Vous pouvez faire du reverse engineering, de l'analyse forensique. Vous pouvez faire des attaques cold boot. Vous pouvez, bien sûr, récupérer tous les secrets à partir de la mémoire, à partir d'un disque dur. D'accord? Et on va pouvoir analyser un peu comme autopsie et trouver soit des artefacts, des malwares. En tout cas, on saura tout de ce que vous avez fait sur votre ordinateur. Utilisation, effacement de fichiers. On va pouvoir récupérer vos clés de chiffrement. On va pouvoir casser du BitLocker. Ok? On va pouvoir tout casser. En fait, on va tout récupérer puisque bah, qui récupère une empreinte, un fingerprinting de votre mémoire, hein, c'est les fichiers .mem que je vous avais déjà présenté. J'avais déjà fait des vidéos sur Volatility. Vous savez que c'est un outil que j'aime beaucoup. Et très clairement, c'est utilisé par la police, par la gendarmerie, par les services de renseignement. Et ça nous permet de, nous, hackers, de récupérer plein de petits secrets. D'accord? Il vaut mieux parfois exfiltrer un dump, d'accord, de la machine et après l'analyser en offline, d'accord? Vous n'allez pas commencer à faire de la rétro-ingénierie sur une infrastructure que vous attaquez quand vous faites de la cyberguerre. Vous l'avez bien compris. Donc c'est pareil, quand on mène une APT, les machines sensibles, eh ben on essayera de faire des empreintes, ok, les fingerprinting. Donc là, on a quoi? On a visiblement pas un vidage mémoire, mais un vidage d'une partition. C'est pour ça qu'il y a cette extension RAW, d'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est parmi tout ça, on va grepper. On va pas se prendre la tête. Qu'est-ce que je pourrais grepper éventuellement? Je sais que c'est un système de fichiers, je sais que c'est une partition, un volume, ok, au format brut. Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir Linux ou Windows, hein, ou Mac, peu importe. Ok, commencer par Linux. Ok, c'est un Linux, c'est sûr. 4.15.0, ça doit être le noyau. Ok, 4.15.0, Linux version, majuscule. Voilà, la casse. Ok, donc c'est bien ça. Noyau générique 4.15.0.66. D'accord? Et il nous faut la version. La version, visiblement, c'est un Ubuntu. Ok, donc là on a tout. 4.15.18 et 4.15.0.66. Donc ça c'est le noyau. Ça c'est le noyau. Et c'est un 18.0.4.1. Donc ça, il faut qu'on fasse de la reco. Mais je crois que c'est un Bionic Beaver. Alors, c'est la LT14. La 1804 LTS Long Time Services. On va vérifier ça. Il faut qu'on fasse de la reconnaissance. De l'Intel Gathering, du recueil d'informations. Je vais arrêter de parler comme mon président tout le temps en anglais. Excusez-moi.
des formations professionnelles. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'on a? On a une variable 1, je sais pas si vous la connaissez cette variable, mais on a une variable d'environnement qui s'appelle quoi? Qui s'appelle boot image. Eh ouais, intéressant. Ok, donc là pareil, hein, VM Linux 4.15.0.16. Donc, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est la 18.0.4.1. Si vous comprenez pas, hein, il y a chaque fois différentes versions quand vous faites ça. La LTS, c'est tous les bug fixes, donc tous les réglages de bugs, les mises à jour des updates et les patchs de sécurité. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle quoi? Qu'on l'appelle Long Time Services ou Long Time Support. D'accord? C'est-à-dire support à long terme. Vous savez que chaque distribution sous Linux, peu importe la distribution, ça peut être un Ubuntu, ça peut être d'autres Debian comme Kali, comme ParrotOS, etc., etc. Il y a différents niveaux et on est généralement en LTS. En LTS, c'est-à-dire que ça va être maintenu jusqu'à un certain temps de vie. D'accord? Imaginons que la 18.04, elle est maintenue jusqu'en 2022. Passé 2022, elle est plus supportée, il faudra faire une mise à jour. Donc ça, c'est ce principe que je vous conseille de regarder pour comprendre en fait comment fonctionnent les montées de version et comment fonctionne le principe de la LTS et tout ça, tout ce qu'on a, puisque il y a toujours plusieurs types d'installations qu'on peut faire d'un même système d'exploitation. On a des versions alpha, on a des versions bêta, on a des current release, on a des rolling, c'est pour ça que vous voyez sous Linux, sous Kali, vous voyez tout le temps rolling. C'est déjà un peu plus. Alors, je vais vous le dire tout de suite, comme ça sera fait. Quand vous gérez un profil précis, vous utilisez Volatility. Mais Volatility, il faut choisir un profil mémoire. D'accord? Le meilleur technique, je vais vous montrer comment on génère son propre profil. Je m'explique. Le profil Linux qu'on va utiliser, c'est un fichier zip qui est utilisé par Volatility et qui permet de localiser les informations critiques et comment les analyser une fois trouvées. Le problème avec Volatility, c'est que vous n'avez que des profils Windows, ok? Puisque le noyau évolue, mais il n'y a pas autant de montée de version que le noyau Linux. Le noyau de Linux, il y a des mises à jour très souvent, d'accord, sur le noyau. À partir de là, Volatility ne gère pas les profils Linux. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliards de distributions Linux et il y a des milliards de noyaux pour ces distributions et pour tel type de version. Nous, ce qu'on a identifié, c'est que c'est un Ubuntu, un 18.04.1, et je sais que le noyau, c'est un 4.15.0.66. D'accord? Pour pouvoir fonctionner, vous devez utiliser une machine avec la même configuration de la cible. D'accord? Et vous devez avoir le même noyau. D'accord? Et la même distribution. Donc, je vais télécharger un ISO d'un Ubuntu 18.04 ou 0.4.1, encore mieux, d'accord? Et après, on va downgrader le kernel, ok? Puisque le noyau, très souvent, vous allez voir, vous pouvez trouver à la fois des profils déjà faits pour Volatility, mais c'est pas sûr qu'ils fonctionnent. Je vais vous montrer. Soit vous pouvez télécharger des ISO, pas de problème, de la bonne version. Par contre, le noyau il y aurait eu des montées de version. Donc, avec apt, on peut tout à fait demander d'installer un kernel avec une version précise. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer toutes les étapes quand on fait de l'analyse médico-légale. Ok? Donc, le but, je vous disais, le profil Linux qu'on va utiliser avec Volatility, c'est ni plus ni moins qu'un fichier zip qu'on va créer à partir de la machine virtuelle qui contient toutes les informations sur les structures de données et les symboles de débogage du noyau. C'est ça qui nous permet ensuite de demander à Volatility, en se servant de ce fichier zip, d'avoir tous les modules. Et vous allez voir qu'on a pléthore de modules pour poutrer la machine. Alors c'est assez dingue, c'est pour ça que je te répète, toute technologie suffisamment avancée et indiscernable de la magie. Pourquoi? Parce que avec ce dump raw, je vais pouvoir monter le système de fichiers. D'accord? Mais je peux pas le faire là pour l'instant avec Volatility. Pourquoi? Parce que dans Volatility,
il n'y a pas le profil. Maintenant, c'est Volatility. Je vous mettrai en description la vidéo où je vous explique comment débugger, comment installer Volatility 2 et 3. D'accord? Le 2 est beaucoup plus puissant que le 3. D'accord? Ne croyez pas que la dernière version est la meilleure. C'est faux. C'est celle-ci, le Volpi, qui est le plus puissant au monde. Lui demander des infos. C'est la 2.6. Et là, vous voyez qu'on a énormément de choses. Hein, on s'en sert en blue teaming, on s'en sert partout. Et là, vous voyez que pour Linux, je peux faire beaucoup de choses. Hein. Je peux récupérer les hooks des API dans le userland. Je peux afficher la table ARP, ok, automatiquement détecter la randomisation des plages mémoire pour empêcher les buffer overflow. Je peux récupérer la bannière, je peux récupérer les processus, je peux récupérer les commandes bash, ok. Je peux voler les secrets, s'il y en a. Sharing credential structure. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Vous voyez toutes les commandes qu'on a. On peut tout dumper. Les messages d'erreur, identifier le kernel, trouver des ELF, des binaires, ok, avec des processus en mémoire qui sont mappés, voir les dernières commandes qui ont été faites, voir l'historique, par exemple des navigateurs que vous utilisez, etc., etc. Vous voyez que la liste est interminable. Tout ça, ça nous permet de faire de l'analyse et on a même moyen de déchiffrer des partitions qui sont chiffrées. Donc, vous voyez comment c'est assez trivial pour quelqu'un qui s'y connaît. Et puis, la question sous-jacente, posez-vous la question de quoi est vraiment capable la police, la gendarmerie et nos services de renseignement. En fait, quand tu connais bien le sujet, tu te rends compte que c'est open bar pour tout le monde, pour les hackers, pour les services de renseignement, pour la police, pour la gendarmerie. Ok, n'importe qui sait ce qu'il a à faire, il peut lire n'importe quoi et récupérer n'importe quoi. Et ton ordinateur, il est chez toi au chaud. On a fait un dump mémoire, un dump de la partition. On accède à toutes les données. Ok, donc ça c'était l'introduction. Assez blablaté. Il faut voir quelques petits concepts. On a un petit concept qui s'appelle le dwarf. T'as pas dû en entendre parler beaucoup, ou pas? Alors, oui, ça veut dire un nain. Alors, on va traduire. C'est un standard très peu connu, ou pas. Ça dépend si tu es dans le métier ou pas. Donc, c'est un format de données débogage standardisé, largement utilisé. Dwarf a été conçu avec le LF, qui veut dire Executable and Linkable Format. C'est le principe des binaires sous Linux. Et bien qu'il soit indépendant des formats de fichiers objets, d'accord, vous savez qu'on a les share objects et les object files, d'accord. Le nom est un complément médiéval fantastique à elf, d'accord, elf, nain, elf, d'accord. C'est medieval fantasy comme ils disent les anglais, d'accord. Donc ça n'a pas de signification officielle, mais ça pourrait dire debugging with arbitrary record format. Donc techniquement, qu'est-ce que c'est ça qui est important. Donc on a une structure de données appelée DIE, Debugging Information Entry, qui va représenter chaque variable, type procédure. Un DIE, c'est une étiquette, d'accord. On a le GW underscore tag, le pointer type et le subprogram, avec des attributs pair, clé, valeur, comme toujours. Donc un DIE, il peut avoir des DIE imbriqués, ce principe de parent-enfant, là c'est le childhood, c'est les enfants, et formant une structure arborescente, d'accord. On fait un tri structure que vous devez tous connaître. Donc grosso modo, pour économiser de l'espace, les deux grandes tables nécessaires au débuggeur symbolique, c'est exactement ce qu'on a besoin. On a besoin d'un débugage symbolique qui sont représentés sous forme d'instructions codées en octets pour des machines à l'état fini, simple et spécial. On a ce principe, je vous ai donné des bouquins, si vous avez téléchargé, vous avez un bouquin sur l'automata théorie. Ça c'est en ingénierie, on a deux types, on a du finite state machine, FSM, et on a du finite state automaton, FSA, d'accord, ce qu'on appelle automata, d'accord. Donc ça c'est important, la machine de Turing, push-down automation, combination logic et le finite state machine. Nous c'est pareil, on a besoin de quoi? Du dwarf. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous ai dit au début. Pour pouvoir lire ce format brut de la partition, qu'est-ce que je vous ai dit? On a besoin de se créer un profil, d'accord, qui va permettre de gérer ce processus.
Et pour que Volatility localise les fonctions critiques et analyse les informations, on a besoin des structures de données et des symboles de débogage de noyaux. D'accord? Bah justement, le dwarf, il va nous aider. Donc là maintenant, nous, il faut qu'on... Je vous ai dit quoi? En cyberattaque, on se crée un laboratoire. On fait un laboratoire. Donc il faut que quoi? Je monte une VM avec un Ubuntu 14.01 LTS avec le bon noyau. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Mais en attendant, on peut se balader. On peut commencer à s'amuser. Hein? Comment je peux commencer à m'amuser? Bah, je vais aller voir les papas de Volatility, leur GitHub. Donc je reviens un petit peu en arrière. Hein? Volatility Foundation. Ok. Et là, il y a quoi? Oh, il y a profil. Intéressant. Intéressant. Linux. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu, nous? On a vu quoi? C'est un 64 bits ou pas? 15066 Raptor 400 Bionic. Hein, donc là, c'est sûr que c'est un Bionic River. Ça veut dire Castor Bionic. C'est du 64 bits. AMD 64. D'accord? Donc il faudra qu'on prenne une version 64 bits. Donc si je reviens, on va tester. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est du Debian. On a du Ubuntu ou pas? Ouais, on a du Ubuntu. 64 bits. Et nous, on est quoi? On est en 14.0. On l'a pas. Hein? C'est bien le problème. On a une 14.04. Je peux tester. Hein? On va tester. Y a pas de problème. On a l'Ubuntu. Donc je vais la déplacer. Sudo mv Ubuntu 14.04. Et moi, il faut que je sorte de là. Et j'ai Volatility qui est installé là-dedans. Dans Arsenal, pardon. Arsenal, vol, ouais. Là, il doit y avoir vol. Volatility encore. Ouais. Ensuite, il y a... Plugins. Vous devez constamment mettre le profil à cet endroit-là. Sinon, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que là. On va dans Overlay. Et là, on a quoi? On a Windows, Linux. On a Linux. Ok? Je vais mettre là-dedans. Donc maintenant, si je lance, on voit qu'il y a... Alors ça, c'est celui que j'ai généré moi-même, d'accord? Sur la VM. On va le refaire ensemble, vous inquiétez pas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le 14.04. Donc vous voyez que par défaut, vous avez tous les profils Windows. Ensuite, si jamais vous travaillez sur d'autres architectures, soit vous allez sur ce site, ok, soit vous générez vous-même le profil. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, on peut tester ça. D'accord? Là, qu'est-ce que je peux lui dire? Ok. Donc là, on a le profil. Donc c'est Ubuntu 14.04 x64. D'accord? Ça, c'est le profil. Le plugin, j'utilise un des plugins qui s'appelle Profil. Et en faisant ça, ça me permet de préciser le profil. D'accord? Les deux travaillent de pair. Ensuite, si vous revenez, vous regardez LED, F, c'est quoi? C'est le file. On lui donne le fichier. D'accord? Là, je suis dans Arsenal Volatility. Moi, mon fichier, il est présent dans Home Saltimbanque, Top Secret, et j'ai mon dump raw. D'accord? À partir de là, on va voir si ça passe ou pas. Ok. Donc là, il nous dit, ouais, écoute, t'es gentil, spécifie-moi quelque chose. D'accord? Donc maintenant, toutes les commandes qu'on va utiliser, on va se servir de cette syntaxe et on va modifier les modules. On a plein de modules, comme je vous ai montré, et il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Il y a visiblement des documents confidentiels qui sont stockés dans cette partition. Il faut qu'on arrive à extraire tout ça. D'accord? Avec le profil où il ne trouve pas le mot confidentiel. Ok? Qu'est-ce que vous voyez? C'est la merde. Ok? Il ne trouve pas les inodes. Les inodes, grosso modo, c'est des pointeurs vers les métadonnées. Hein. Vous savez que votre disque dur, il y a la location physique sur votre disque dur. Et après, on fait tout un principe de mappage, un peu comme la mémoire virtuelle et la mémoire physique. Il faut, voilà, on joue sur les inodes. Hein. Les inodes permettent d'écrire
On a des fonctions basiques, c'est le principe du POSIX. Je vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, on peut faire des appels pour lire tout ça. Les inodes, c'est comme des métadonnées, on va dire. Si je connais les métadonnées, je sais où se trouvent les informations. Ok? Et là, il nous le dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? No base address space. Ça veut dire qu'il n'attribue pas l'espace d'adressage. Pourquoi? Vous l'avez compris. Parce que le profil, il n'est pas bon. Donc, j'en conclus quoi? Il n'y a pas de profil dispo. Donc, il va falloir se sortir les doigts du cul et le faire nous-mêmes. D'accord? Donc voilà, très souvent, vous ne trouverez pas. Il faudra émuler une machine, vous faire un lab. D'accord? Ni plus ni moins. Si vous avez des doutes, avant qu'on continue, vous allez sur Volatility, vous avez le wiki. Ok? Allez voir le wiki, vous descendez, WinProfile. Ok, on a le wiki qui est là. D'accord? Vous voulez travailler sur le Linux. Voilà. Vous avez tout qui est là. Tout est expliqué. Donc vous avez toutes les commandes, toute l'aide est là. Vous pouvez faire attaquer de l'Android, attaquer du Mac, attaquer du Linux, attaquer du Windows. Ok? Accéder au registre Windows. Nous, justement, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut l'address space. D'accord? On n'a pas le bon profil, je peux pas accéder à l'address space. D'accord? Il nous faut télécharger. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire image, all. Ok? Donc, on peut récupérer la 1804 LTS Bionic Beaver. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Vous l'avez bien compris. Ouvrir la VM. Donc, vous la montez, tout simplement. Vous lui attribuez du processeur, de la RAM, du disque dur. Vous installez. Je l'ai déjà fait. Donc, naturellement, il va falloir installer la VM. Donc, si jamais vous débutez, on va faire pas à pas ensemble. D'accord? Ok? Donc, moi, je l'ai déjà fait. Je vais pas le refaire. Mais là, ça va vous installer les dépendances. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on fasse, pareil, je vais pas le faire, mais il nous faut un git clone. D'accord? Vers quoi? Vers le repo volatility, https : donc ça pareil, ça va cloner le repo. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller dans volatility, d'accord? Et là, on va se servir du dwarf. Donc il faut aller dans volatility, aller dans tools. Et là, vous voyez, donc on a le module dwarf, on a le makefile et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un make. Ok, ça génère une erreur, mais c'est pas très grave. Je suis allé moi-même le récupérer. Concrètement, cette opération, vous pouvez le récupérer sur le GitHub. Ça vous génère le module .dwarf. Le module .dwarf, c'est dwarf dump. Ok, dwarf dump permet de générer des profils custom et de les utiliser sur Volatility. D'accord? Donc tu détectes ta cible, tu télécharges la bonne distribution, le bon noyau, tu installes tout ça sur ta VM, tu dumps le profil, ce profil tu l'exfiltres sur ta machine d'analyse forensique. Moi, c'est mon Kali, et là, on commencera l'attaque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on a installé zip, on peut lui dire sudo zip, ok? Tu vas zipper un fichier. Je veux qu'il s'appelle, je sais pas, Ubuntu test, d'accord? Zip. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On exécute le module dwarf, d'accord? On est dans le répertoire, donc module dwarf, ok? Et ce module dwarf, on va, alors je sais pas si vous connaissez bien le système de fichiers, on va aller à la racine, ls. Il y a un truc dans le boot. Il y a quoi dans le boot? J'aurais pas initRD, même test. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour initialiser le système de fichiers. Démarrer votre ordinateur. Vous avez le bootloader group qui vous donne des options au démarrage. D'accord? Tout ça, c'est critique. D'accord? Sans ça, ça peut pas démarrer. D'accord? Puisqu'on a les fichiers de conf, on a de quoi vérifier la mémoire, on a surtout le système map, le VM Linux, l'initRD, tout ça on s'en sert pour charger l'image en fait. On charge une image et c'est ça qui initialise ton système d'exploitation. On va faire très simple. Nous, il nous faut le système map. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va chercher sudo apt, je vais faire une recherche
Et je veux quoi? Linux. Voilà, vous allez trouver 50 000 trucs. Donc vous avez bien compris qu'il va falloir qu'on affine. Qu'est-ce qu'on a vu? On cherche un noyau très particulier. Là, on a plein de choses, mais j'ai pas envie de me casser la tête. Qu'est-ce que je peux faire? On va refaire la même commande, mais on va piper. D'accord? Je sais qu'il y a Linux Image. Hein, on affine, mais il va y en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup trop. D'accord? Donc je vais lui dire Linux Image et on va se grepper quoi? Bah, la version qu'on veut. Rappelez-vous, c'est la 4.15.0-66 et c'est une générique. On a de la chance. Moi, je l'ai déjà installé avant, ok? Mais sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait sudo apt install pour installer ce noyau précis, d'accord? Là, il y a la virgule. Je prends tout ça, je copie, je colle. Ça m'installe le noyau. Je redémarre la machine. Ok? Il me dit, hey, Coco, t'es déjà en 4.15. D'accord? Donc là, typiquement, quand vous redémarrez, il y a le groupe qui va choisir automatiquement. Avant, j'étais en 4.20. Là, il la passe en 4.15. Automatiquement. D'accord? Et il vous propose deux options. Tu veux booter par défaut maintenant en 4.15. C'est pour ça que il dit installer ou en 4.20. Hein, il y a plusieurs choix, mais par défaut, quand vous aurez fait cette opération, il va mettre le bon noyau. D'accord? Donc, je résume. Sainte Trinité, oui, j'ai mon Ubuntu, j'ai le bon noyau, la 4.15.0.66.75 en générique, et j'ai bien mon Bionic Beaver. Ok? Donc, on est bien. À partir de là, maintenant, on génère notre profil. D'accord? Alors, donc il faut qu'on gère cette merde, je vais revenir là-dessus. Donc le dwarf, j'ai le bon truc, et vous avez vu que tout est dans boot. Hein, et dans boot, je vais lui dire, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on va appeler notre variable. Vous avez vu qu'il y en a certains qui s'appellent system. Ok, point map. Et tout simplement, je vais le renommer. Je vais faire un appel à une variable. Ok, je lui passe mon dollar et je lui donne la commande unamr. Vous savez que ça permet de quoi? D'avoir la version du noyau du kernel de Linux, hein, de votre distro. D'accord? Hop, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, module dwarf, ok, il a décompilé, hein, deflated, il a décompressé ce que tu lui as demandé et il a ajouté, tu vois, un petit truc là dans system map et c'est la 4.15.0.66. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. UNMR, c'est la 4.15.0.66. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a créé notre profil. Vous n'avez pas besoin de décompresser le fichier zip. C'est ce fichier zip qu'on va mettre, je vous ai montré tout à l'heure, on va le mettre dans quoi? On va le mettre dans le fameux quoi? Overlay, Linux, hein, avec tous les autres. Avec tous les autres quoi? Avec tous les autres profils volatility. D'accord? J'espère que c'est clair. C'est comme ça que vous pouvez crafter une attaque sur un type d'architecture. Donc je vous le dis toujours, je répète pour que ça rentre bien, il vous faut le même processeur. Si c'est un processeur 32 bits, il faut que ça soit une version 32 bits. Si c'est un processeur 64 bits, il faut une version 64 bits. Il faut la bonne distribution. Ok, là c'est un Ubuntu. Il faut la bonne version. C'est une 14.04 LTS, 18.04 LTS, .1 même, si on veut être précis. Et il nous faut le bon noyau. Le noyau, c'est le 4.15.0-66-générique. Sans ça, vous ne pourrez pas lancer l'attaque qu'on va faire. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc là, vous l'avez compris, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? On va s'héberger un serveur Python. Hein, je vous montre. Moi, je l'ai déjà fait, hein, mais je vous montre comment faire. Pour les néophytes, on va faire un -m, un HTTP serveur. Voilà, d'accord? Donc là, ça héberge sur le port 8000. Qu'est-ce que je fais? Je reviens sur mon autre VM. Ok, là, qu'est-ce que je ferai? Bah, je ferai un wget. Ok, je sais que quoi? Je sais que la machine, c'est une machine. Je contrôle. C'est la 168. Ok, 1, 11. Le port, on l'a vu.
Ça héberge par défaut sur 8000. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement. Il veut plus me... Il n'y a plus de raccourci. Ah, mais il m'énerve, ce truc. Qu'est-ce que je ferais? Je choperais ça, tout simplement. Copier. Bon, là, ça n'a pas marché, j'ai pas ouvert les ports. Vous avez compris la logique. Ok, il n'y arrive pas. C'est normal. Tuto. UFW. Humain. Et là, ça passe. Permission non accordée, c'est normal. Il n'y a pas de sudo. Ok, j'ai récupéré le fichier. Je transfère d'une machine à une autre. Ok, donc on n'a plus besoin de celle-là. Je vais lui dire, allez, vas-y, va te coucher. Merci, bonne nuit. On la supprimera. J'en ai plus besoin. D'accord? Il faut prendre le bon profil en edge. Donc on va se le mettre. Je vais reprendre une commande. Je vais faire le fainéant. Voilà, hop. Et on a la 14.04, c'est pas bon. C'est la Ubuntu X 64. Parfait. Donc là, il nous dit, écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un -H, LED. Et on voit qu'on a plein de trucs, Linux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un PS tree, par exemple. Hein, donc je vous ai dit qu'on fonctionnait en quoi? En mode dwarf. On peut fonctionner en mode arborescence. Et là, incroyable, avec le bon profil, vous voyez plus, on n'a plus l'erreur de quoi? Pas de namespace, ok? Et là, je récupère les PID, les UID, d'accord? Welcome to Volshell. C'est fou ça, non? Moi, je trouve ça assez fou. HH, fonction HH, ok? Donc voilà, on est dans un kernel virtual AS. Ça, c'est en très bas niveau. Hein, c'est les adresses space, tout est expliqué dans Volatility. Après là, on commence à taper en vraiment bas niveau. C'est des appels en C, et après c'est du opcode, après c'est de l'assembleur, c'est du POSIX. On a beaucoup de choses. C'est tous les appels qu'on peut faire via les inodes, notamment si on veut récupérer des trucs et tout ça. On a DB, DD, 10, DQ, DT. Donc tout ça, on va pouvoir travailler, hein, vous voyez. Et ça nous permet vraiment de travailler sur cette image comme si on était sur la machine et faire de l'adresse space, hein, on l'a vu. Mais nos modules gèrent automatiquement, d'accord? Et on se base sur les structs, hein, les structs en bas niveau, pareil, à creuser, mais là, il faut avoir de très très bonnes connaissances, hein, c'est... D'accord. Ce que je n'ai pas. Donc ça c'est bien, c'est du fun, il y a plein de modules, on pourrait passer 1 heure, hein. J'ai pas envie que la vidéo fasse des heures. Nous qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer les données confidentielles, maintenant qu'on a fait tout ce travail, c'est pourquoi? C'est pour récupérer des données top secrètes, confidentielles, dans ce disque dur, ok? Dans ce volume, au format brut, d'accord? Donc qu'est-ce que je peux faire? Bah on a énumération, Linux, enumerate, et on a file, d'accord? On a les inodes, l'adressage, on a l'offset, le number et le chemin absolu. Et on voit qu'on récupère beaucoup de choses. Vous allez voir que ça va bombarder, d'accord? Donc on récupère tout simplement tout ce qu'il y a sur le disque dur. Ok? Vous avez les sys, les dev, vous avez les fs, vous avez le dev, shm, enfin. D'accord. Autant grepper, hein, on va grepper. Donc là je suis en mode less, j'appuie sur espace et je passe de 10 lignes en 10 lignes, enfin 30 lignes en 30 lignes on va dire. Là je saute, il y a un truc qui attire notre œil, MNT confidentiel. Donc je peux utiliser aussi Linux Find File et imaginons que quoi, un truc qui s'appelle flag.txt, je le devine, on va gagner du temps. Vous avez compris que dans une opération réelle, ça prendrait beaucoup plus de temps pour trouver les fichiers, pour les parcourir. Encore une fois, c'est un exercice, mais maintenant vous voyez comment on peut faire beaucoup de choses hein, qui paraissent de la magie. Je récupère l'inode number, je connais le décalage en offset, hein, et techniquement avec un décalage en offset, vous pourrez faire un reverse lookup hein, au niveau du disque dur de votre partition. Vous pouvez grâce à ces informations savoir où sont situées les données et surtout les récupérer. Là il me dit écoute Coco, tu veux récupérer tes données? Le flag.txt c'est à telle adresse. Donc là c'est à cet offset
qu'on va devoir aller taper. Si je savais pas, hein, moi je sais qu'il s'appelle flag.txt. Comment je peux faire? Avant, qu'est-ce qu'on avait juste avant? On a vu l'enumerate file. D'accord? On a fait un less. Si je remplace le less, je vous ai dit, apprenez toutes les commandes et pensez que vous pouvez toujours piper. Qu'est-ce que je veux? Pas, vas-y. D'accord? J'aurais tapé confidentiel, j'aurais tapé secret défense, j'aurais tapé top secret. D'accord? Si on était vraiment des espions. Donc voilà, le find file, l'énumérate file, ça vous allez vous en servir tout le temps. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous sort les flags, mais ça c'est le syskernel. Ok? En effet, il y a des drapeaux au niveau du noyau. Oh, pour le debug, rien à voir. On a un Vagrant. Vagrant, ok. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. On a deux flags. On a deux flags. On va choper les deux, on va voir ce que c'est. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai deux plages mémoire. Hein, ce qu'on appelle un décalage, un offset. D'accord? Ce premier offset, il m'intéresse. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser le find file. Vous vous rappelez? Je reviens juste en arrière. Et là, on a fait F. F, c'est pour quoi? Pour rechercher à un endroit précis. Hein? D'accord? Vous avez tout dans l'aile. À pas confondre avec le petit F, qui veut dire le fichier. Hein? Le dump, où il se trouve. Là, maintenant, je peux mettre quoi? Je peux mettre un petit i. Ok? Le petit i, ça dit quoi? Eh ben, ça dit que c'est pas du tout un chemin absolu, c'est un offset. D'accord? Là, je lui mets l'offset. Maintenant que je l'ai copié, je peux copier celui-ci. On va travailler à la chaîne. Et on aura fini. Hop. Et qu'est-ce que je veux? L'output. Tiré haut, celui-là, vous le devez le connaître. Et on va l'appeler flag.txt. Et là, incroyable. Qu'est-ce qu'il arrive? Ben, il n'arrive pas. Parce qu'il n'a pas de sudo. Bon, là, il va péter des erreurs, c'est pas très grave. 4.flag.txt. Codename Apollo 11. Donc, je vous ferai plein de vidéos sur la Chili C'est un outil que vous devez vraiment maîtriser. Ok. Voilà. Dans Vagrant, il est vide. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait Search Apollo 11. Et on tombe sur quoi? Sur Apollo 11. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a notre secret. D'accord? On a trouvé la fusée. Les plans secrets de la fusée. Donc voilà, ça c'est des petits exercices. C'était un CTF qui a 1 ou 2 ans, qui est fait par la Direction Générale de l'Armement. Et comme vous le savez, on a des cyberguerriers et certains bossent pour la DGA. Et c'est une très 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 bonne école que je n'ai pas faite, je regrette. Mais si vous êtes jeune, si vous êtes motivé, il faut aller là-bas. C'est la meilleure école. Ok. Je vous l'ai dit au CELAR, hein, je suis pas affilié à l'armée. Si j'étais militaire, ça se saurait. Hein. Voilà. Et puis j'espère que l'armée française va m'envoyer mon chèque à la fin du mois, hein, en même temps que YouTube. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.